Bonsoir. Voici donc une présentation du texte de Jean de La Fontaine, de la fable Les obsèques de la lionne. Je vous propose une présentation à la manière de votre première partie de l'oral de français pour que vous puissiez continuer à vous exercer sur cette épreuve. Jean de La Fontaine est un moraliste majeur du XVIIe siècle. Il est contemporain de Molière, il est contemporain d'autres moralistes comme par exemple Jean de la Bruyère, et c'est un fin connaisseur de l'âme humaine. Il est principalement connu aujourd'hui pour ses fables, c'est-à-dire ce sont des apologues, ce sont des récits qui portent une morale, c'est donc des textes qui appartiennent au genre argumentatif. Il s'agit ici de nous dresser le portrait de ses contemporains. Jean de La Fontaine a pu écrire, notamment dans la fable Le Pâtre et le Lion, une morale nue apporte de l'ennui, le conte fait passer le précepte avec lui. Autrement dit, c'est le récit, par son caractère plaisant, par son caractère vif, par les personnages qu'il présente à ses lecteurs, c'est ce récit qui va permettre à Jean de La Fontaine de nous exposer ses véritables pensées et de défendre les points de vue qui sont les siens. Alors, la fable que nous proposons d'étudier ici s'appelle donc Les obsèques de la lionne et elle appartient au second recueil des fables de La Fontaine. Elle a été écrite donc au XVIIe siècle et porte en elle une critique très vive de la cour de Louis XIV. Je vais procéder à la lecture d'un extrait de cette fable. Je me propose donc de vous lire le premier mouvement de ce texte. La femme du lion mourut. Aussitôt, chacun accourut pour s'acquitter envers le prince de certains compliments de consolation qui sont sur croix d'affliction. Il fit avertir sa province que les obsèques se feraient un tel jour, un tel lieu, ses prévôts y seraient pour régler la cérémonie et pour placer la compagnie. Jugez si chacun s'y trouva. Le prince au cri s'abandonna, et tout son antre en résonna. Les lions n'ont point d'autre temple. On entendit à son exemple rugir en leur patois, messieurs les courtisans. L'axe de lecture qui nous a intéressés ici est la question de plaire et d'instruire. Comment, dans cette fable, Jean de La Fontaine parvient-il à nous proposer un récit plaisant, un récit qui nous intéresse, un récit qui nous maintienne éveillés, tout en nous instruisant, tout en ayant donc une portée argumentative. Que cherche-t-il à défendre ou à dénoncer dans cette fable, dans cet apologue? La présentation que nous avons retenue donc épousera les mouvements de ce texte. Ce texte est donc structuré en deux très grands mouvements. Un premier grand mouvement qui est le récit à proprement dit, le récit des obsèques faisant intervenir donc des animaux. Ce récit se déroule d'une manière assez classique pour un récit, donc une situation initiale, un événement déclencheur qui va être le refus du cerf de pleurer comme les autres animaux, et puis un dénouement de cette situation. La particularité de ce grand premier mouvement, c'est la présence d'un récit enchâssé dans le récit. Le cerf, en faisant parler la lionne, va nous livrer un récit en abîme dans un récit déjà présent. Le deuxième mouvement de cette fable est de manière assez classique, la morale. Cette morale nous est donc donnée par Jean de La Fontaine dans les 4 derniers vers de l'extrait que nous étudions, de la fable que nous étudions. Vers 1. La femme du lion mourut. Nous sommes déjà plongés dans une histoire qui est racontée de manière assez rapide et assez brève. Notons
la personnification des animaux. Ici, c'est ce qui va contribuer à rendre le récit plaisant et le récit amusant. Nous savons déjà, Jean de La Fontaine procède de cette façon de manière très régulière. Il décrit la société des hommes sous couvert d'animaux. Ça lui permet bien sûr d'atténuer un petit peu la portée critique de son propos et de peut-être ne pas se mettre en danger. Une façon donc dissimulée, pas tant dissimulée que ça, nous allons le voir, mais quand même dissimulée de critiquer la société de ses semblables. Vers 3, s'acquitter envers le prince. Ici, la notion de devoir est déjà présente. Dès le début de cette fable est mise en place la notion de servilité des courtisans. Ici, ils ne font que leur devoir en venant aux obsèques de la femme de leur souverain. Remarquons les deux diérèses des vers 4 et vers 5. Certains compliments de consolation, donc une diérèse sur le mot consolation et une diérèse au vers 5 à la rime sur le mot affliction. Donc ces deux diérèses permettent de mettre en valeur ces deux mots et peut-être ici faut-il y voir une façon d'insister sur les apparences, c'est-à-dire que cette consolation, elle est fausse, elle est fictive. Il ne s'agit pas de véritablement apporter une consolation au roi, de la même manière que l'affliction, c'est-à-dire la grande tristesse des courtisans, n'est qu'apparente. Vers 11. Jugez si chacun s'y trouva. La présence ici de l'impératif qui s'adresse à nous, lecteurs, signale donc l'intervention du narrateur. Le narrateur ici va directement parler à son lecteur. Et pourquoi? Pour créer une complicité avec nous. Ce texte, qui a une forte portée satirique, nous allons le montrer au fur et à mesure de notre lecture, va donc avoir besoin de s'appuyer sur une complicité avec son lecteur, pour le faire rire, pour pouvoir ridiculiser ses personnages. Donc ici, l'intervention du narrateur au vers 11 est une façon de chercher la complicité de son lecteur. Vers 12, le prince au cri s'abandonna. Ici, le verbe s'abandonna montre bien que le roi, donc le lion, le prince, laisse libre cours entièrement à ses émotions et de manière excessive. Nous avons déjà ici une amorce d'un personnage qui va être ridiculisé. Vers 16, rugir en leur patois. Il s'agit ici des courtisans. Et le fait d'utiliser pour les courtisans le verbe rugir, qui est un verbe qui décrit des actions animales, qui décrit la façon du lion de s'exprimer, si je puis dire, va montrer combien les courtisans manquent d'éducation. Le patois, c'est un langage grossier, ça n'est pas un langage qui est digne de gens de la cour. Donc ici, il y a donc une satire, il y a une description péjorative des courtisans qui entourent le roi. Vers 19 et vers 20, nous pouvons ici constater à la rime le verbe être et le verbe paraître. Donc les courtisans sont ceux qui plaisent au prince, ou s'ils ne peuvent l'être, tâchent au moins de le paraître. Entre ces deux mots portés à la rime, donc être et paraître, c'est bien ici qu'il y a tout l'enjeu du texte. Dénoncer ceux qui ne cherchent pas à être, mais ceux dont toutes les actions se situent dans le paraître, dans les apparences, dans la fausseté, dans la dissimulation. Vers 21, un champ lexical propre aux animaux est ici intéressant puisque les courtisans sont comparés à des caméléons ou à des singes. Les courtisans sont cette fois-ci directement comparés à des animaux, ce qui bien sûr est péjoratif. Il faut rappeler que singer, cela veut dire imiter, cela veut dire flatter. Ici, Jean de La Fontaine accuse donc les courtisans de ne faire qu'imiter les comportements du roi. Ils sont également comparés à des ressorts, c'est-à-dire à des machines, quelque chose de purement mécanique. Ils n'agissent ni avec leurs véritables sentiments, ni avec leurs véritables pensées. Vers 25. Le cerf
nous allons maintenant ici introduire l'élément perturbateur de ce récit. Le cerf ne pleura point, comment eût-il pu faire? Cette question rhétorique ici sert à souligner cet élément et sert, comment dire, à attirer l'attention du lecteur. Il ne s'agit pas d'une véritable question, il s'agit plutôt de donner de l'importance à cet événement, puisque c'est cet événement, enfin, un personnage qui n'agit pas comme les autres, qui lui tâche d'agir avec sincérité. Eh bien, que va-t-il se passer pour ce personnage? Donc, cette question rhétorique cherche ici à réveiller l'attention du lecteur. Vers 33, le monarque, c'est-à-dire le roi, prend cette fois-ci la parole. Il s'adresse directement au cerf et il est intéressant de remarquer la présence d'un champ lexical lié à la religion dans son discours. Il parle de membres profanes, il parle de ses ongles sacrés. Ici, il y a quelque chose de légèrement ridicule dans ses propos. Il parle de lui comme si, effectivement, tout ce qui le touchait était absolument sacré, et ça fait de lui un personnage ridicule, un personnage dont on a envie de se moquer. Le récit enchâssé, donc le cerf en appelle donc à une vision qu'il aurait eue de la reine pour justifier son comportement, pour justifier le fait qu'il ne pleure pas. Et ce récit enchâssé intervient au vers 39 jusqu'au vers 49. La reine, la lionne, apparaît donc ici comme une vision divine. Et ce récit va permettre au cerf de sauver sa peau. Il va permettre au cerf de s'en sortir. Ici, en inventant, en ayant recours à la parole, en ayant recours à un récit imaginaire, le cerf va parvenir à échapper aux griffes des gardes, aux griffes des loups qui sont les gardes du roi. L'adresse directe de la reine au cerf, en vers 44, « Ami, m'a-t-elle dit, garde que ce qu'on voit quand je vais chez les dieux ne t'oblige à des larmes. » Autrement dit, ne pleure pas, je vais chez les dieux, je suis bien traitée, je suis devenue moi-même sainte puisque j'ai accès au paradis. Le fait que la reine ici s'adresse directement au cerf est une façon pour le cerf de se mettre en avant. Si la reine s'adresse directement à lui, c'est qu'elle lui fait confiance, c'est qu'il y a un lien proche entre eux. De même, le lion est flatté. Pourquoi le cerf parvient-il à finalement renverser la situation? Eh bien, il renverse la situation parce que la lionne, en allant au paradis, en empruntant les Champs-Élysées, est donc devenue une sainte. Et si la lionne est devenue une sainte, eh bien le lion, qui est donc son mari, a de grandes chances lui aussi de devenir saint. Autrement dit, que fait le cerf ici en inventant ce récit, en faisant appel à un récit dans un récit? Non seulement, bien sûr, il sauve sa peau, mais surtout, il flatte le roi. Il fait croire au roi que lui-même est un saint. C'est une façon déguisée de flatter le souverain. Et c'est pourquoi il aura la vie sauve. Vers 49, remarquons l'ironie de ce passage lorsque le cerf, à travers les paroles de la lionne, dit qu'il prend plaisir aux pleurs du roi, qu'il prend plaisir au désespoir du roi. C'est assez amusant puisque le lion ne peut ici ne peut le condamner pour dire cela, puisqu'il ne fait que rapporter les paroles de la reine. Alors bien sûr, il rapporte
il prétend rapporter les paroles de la reine, mais on peut imaginer qu'il a un certain plaisir à dire directement face au lion, face au roi, qu'il a plaisir à le voir dans le désespoir. Il y a ici, maintenant que vous êtes familier de cette notion, il y a la notion de double énonciation, c'est-à-dire que sous couvert de faire parler la reine, de lui faire dire quelque chose, c'est lui qui jubile de pouvoir dire le fond de sa pensée au roi sans être condamné. Comment pourrait-il être condamné? Il ne fait que rapporter les propos de la reine. Il y a donc ici une certaine ironie. Nous voyons ici la facilité, l'aisance, l'art de Jean de La Fontaine à conduire un récit vif, un récit porté par des animaux, un récit plaisant et à manier l'ironie, à nous faire sourire, à nous faire comprendre quelque chose derrière le récit officiel qui est fait. Enfin, maintenant, le dernier mouvement de ce texte, il s'agit bien sûr de la morale de cet apologue et c'est ici que ce récit prend toute sa dimension argumentative. Nous pouvons constater les mots placés à la rime, par exemple songe et mensonge, amuser les rois par des songes, flattez-les, payez-les d'agréables mensonges. Cette rime songe, mensonge semble résumer encore une fois tout ce qui est reproché à la société de l'époque de Louis XIV. En conclusion, nous avons vu comment Jean de La Fontaine s'y prenait de manière assez brillante pour plaire à ses spectateurs, en créant un conte, en inventant des personnages, en créant une tension dans le récit. Comment le cerf va-t-il se sortir de ce mauvais pas? Tous ces éléments ici contribuent à rendre ce récit plaisant. Enfin, la dernière partie de la fable a une vocation didactique. Elle cherche à nous instruire. Et à nous instruire de quoi? Eh bien, nous instruire des dangers, à critiquer une cour, d'une part une cour faite d'hommes et de femmes qui ne seraient là que pour flatter, que pour plaire, et qui bien sûr dissimuleraient leurs véritables sentiments, mais aussi il critique aussi l'attitude du roi qui n'a rien d'un souverain éclairé. Ici, le roi est tout à fait ridicule, il se laisse aller de manière un petit peu extravagante à des émotions comme les larmes, ce qui était certainement peu apprécié à l'époque, et puis il est dupe du comportement du cerf, il se fait en quelque sorte posséder, il se fait duper par cet animal. Donc la portée critique de ce texte s'exprime de deux manières différentes. Première façon, de manière assez classique, une critique des courtisans de la cour du roi, et deuxièmement, une critique aussi, cette fois-ci plus sévère, du comportement même du roi. Le texte que nous pourrions mettre en regard de celui-ci, c'est par exemple le pouvoir des fables. Dans la fable qui s'intitule Le pouvoir des fables, eh bien, Jean de La Fontaine expose ce qui l'amène à préférer la forme de la fable pour faire réfléchir ses contemporains.